Déjà, la première question que je voulais poser, c'était par rapport au coût moyen pondéré. Lorsqu'on achetait des actions. Parce que, bon, j'ai acheté des actions Croix Bureau à Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps à 4800, je crois, 4800. Et j'en ai acheté une autre action, bon, c'était un peu pour voir à 4610. Étant dans le calcul du coût moyen pondéré, je me suis retrouvé à bon, 4930. En fait, j'ai pas compris pourquoi, mais aujourd'hui, je viens de voir et je vois que ça a changé. Donc, je ne sais pas. J'aimerais comprendre comment est-ce que le calcul se fait et est-ce qu'il y a des situations qui font varier le coût moyen pondéré dans le portefeuille. Ok. Alors, vous avez eu des actions à 4800 et à 4610. C'est impossible que le coût unité moyen pondéré que les ayez calculé soit de 4930. Donc, c'est D'accord. nécessairement une erreur quelque part. OK. Et maintenant, c'est possible que, en fait, la SGI, en fait, comment on dit, le plateforme n'est pas toujours, comment on dit, updated, mise à jour. Vous OK. voyez? Donc, vous pouvez voir, les valeurs que vous voyez actuellement, c'est peut-être des valeurs antérieures qui n'ont pas, en fait, pas encore été mises à jour. Ah, OK. D'accord. Moi, je comprends bien ça. OK, super, merci. En fait, j'aimerais savoir ici, voir sur la BRM, on peut acquérir soit des actions, soit des obligations. Mais les obligations, bon, quand je vois sur la plateforme de British Securities, par exemple, Hmm. je vois les options, la liste des obligations et tout, mais je ne sais pas vraiment comment est-ce que on peut acquérir ces obligations. Et si oui, comment? Genre, comment est-ce qu'on peut acquérir ces obligations? Ok. Alors, les obligations, je ne sais pas, parce que moi, ma SDI, par exemple, n'a pas encore l'option bourse en ligne. Donc, je ne sais pas comment on achète directement les actions en utilisant la plateforme. Mais sinon, D'accord, à ma SDI, par exemple, si je veux acheter des obligations, j'envoie toujours un mail pour préciser quelle est l'obligation, d'accord. quelle quantité je veux et, comment on dit, la date d'expiration de mon ordre. Donc, vous pouvez toujours envoyer un mail. Maintenant, si c'est pour utiliser la plateforme, je ne sais pas comment on utilise la plateforme pour acheter des obligations. Ah, ok, d'accord. Donc, je pense, est-ce que les obligations, c'est pareil comme les actions, la manière qu'on achète, ou bien il y a, je veux dire, est-ce que c'est le même système, un peu comme où il y a du versement des dividendes, voilà, ce système-là, Ok, les obligations, avec le cours, tout ça, ouais, les obligations, ce que ça vous verse, on appelle ça des coupons. Et les c'est coupons. vrai que c'est de manière annuelle aussi. Donc, Ah, ok, ouais. d'accord, Maintenant, d'accord. quant à la variation, il y a Ouais. ce qu'on appelle la part nominale de l'obligation. Peut-être que une part nominale, disons que c'est 10 000. Quant à la variation, je ne sais pas comment ça varie. Et donc, je ne peux pas vraiment vous dire pour passer un ordre pour acheter des obligations. Par exemple, est-ce qu'il faut spécifier je le veux à tel coût ou pas, ou bien au prix du marché. Je ne sais pas. Je ne connais pas ces spécifications-là pour les obligations, en fait. Ah, d'accord, d'accord. Ok, donc, bon, d'après vous, quelles sont les entreprises, bon, je vais dire, oui, je sais que vous, c'est tourisme, vous voyez. Donc, bon, à part tourisme, quelles sont les entreprises qui présentent un fort potentiel de croissance à long terme sur la BRM? Alors, à part Coris Bank, les entreprises qui me viennent à l'esprit, c'est encore des entreprises bancaires. C'est BOA Burkina Faso et SGI, enfin, SGBCI, Société Générale des Banques de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a NTA Bank qui présente un certain potentiel, mais il faudrait que le coût descende bien plus que le coût actuel. Le coût actuel, c'est de 5 000. Donc, actuellement, ce n'est pas encore, enfin, c'est vrai que le PR est de 3,9, mais pour que ce soit vraiment intéressant pour moi, je voudrais que ça descende encore un peu plus. Donc, NTA Bank aussi est un potentiel investissement. Maintenant, il y a une autre action, une toute nouvelle action que je suis en train que j'ai dans mon watch list, c'est Neiseda, comme toute attente. Alors, Neiseda, pourquoi? Parce que je me rends compte que sur les dernières années, l'entreprise comment dire, est-ce que c'est redressement qu'il faut dire? Parce que quand vous regardez les résultats, c'est en pleine croissance sur les 4 dernières années. Hmm. Donc, je trouve qu'ils font du bon boulot.
c'est potentiellement un fast grower. D'accord? D'accord. C'est une action à surveiller. Ok, mais pour NCA, je n'ai pas bien compris. Vous dites pour pouvoir espérer tirer profit de NCA, il faudrait que l'action diminue. C'est ça? Oui. Ah, pour moi, en tout cas, moi, quand je fais ma valorisation, je ne suis pas prêt à payer l'action au coût actuel. D'accord. Je vois. Ok, donc, comment est-ce que vous, bon, comment est-ce que moi, je peux évaluer le niveau de risque d'une entreprise qui est cotée à la BRB, par exemple? Et quels sont les indicateurs clés que je devrais surveiller? Le niveau de risque ou bien vous voulez Oui. évaluer la valeur intrinsèque de l'entreprise. Je vais dire, par exemple, si une entreprise est risquée, je vais dire, quels sont les indicateurs qui pourraient euh, dire que cette entreprise-là, elle ne vaut pas la peine d'y investir, quoi. Ok. Bon, enfin, les risques, tu vois, des risques financiers, des risques économiques, les risques, en tout cas, c'est de là, ça revient presque à la même chose, c'est de voir le niveau d'endettement de l'entreprise. Donc, ça, c'est un truc que vous voyez dans le bilan de l'entreprise, dans la colonne du passif. Et donc, vous pouvez savoir à quel point l'entreprise est endettée. Et ce que vous voulez voir, en plus enfin, de la taille de la dette, c'est, vous voulez comparer le cash flow de l'entreprise à la taille de la dette. Donc, pour savoir si l'entreprise devait déployer tout son cash flow pour rembourser uniquement les dettes, combien d'années ça lui prendrait? Vous voyez? Ok, Donc, je généralement, vois. vous ne voulez pas que ça lui prenne plus de 4 ans. Donc, c'est un certain indicateur. Euh, vous voulez voir aussi, vous voulez comparer aussi la dette de l'entreprise aux capitaux propres. D'accord? Ok. Vous ne voulez pas que la dette soit quoi, 10 fois les capitaux propres. C'est un très mauvais signe. Donc, c'est un indicateur à surveiller aussi. Maintenant, oui, à part, comment dire, des risques, je veux dire, ça, c'est des risques directement liés à l'entreprise. Il y a peut-être des risques dans l'environnement de l'entreprise. Donc, le contexte, par exemple, je dis, hum, enfin, je sais pas, le contexte sécuritaire dans lequel l'entreprise est. Le cas typique, c'est quoi? Police Bank, par exemple, c'est dans un pays où il y a du terrorisme, même si moi j'ai jugé que ce risque-là ne s'appliquait pas directement aux activités de Coris Bank. Donc, ça aussi, c'est des choses à surveiller. Par exemple, Biwa Mali, par exemple, Ah, c'est dans un oui. pays où le terrorisme est, enfin, bat de son plein. Je ne sais pas à quel point ça affecte les agences de Biwa Mali. Donc, si vous êtes intéressé par Biwa Mali, ce serait un risque à surveiller. Oui. Ok, d'accord. Donc, j'aimerais aussi savoir comment est-ce que je peux utiliser les données historiques des actions pour identifier des tendances et des opportunités d'investissement à long terme. Par exemple, sur le site de Sika Finance, je vois qu'on a accès à plein de données sur je crois, plus de 10, plus de 15 ans même. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ces données-là pour évaluer une société, par exemple? Ok, les données historiques. En réalité, pour évaluer une entreprise, genre, vous êtes censé avoir une méthode de valorisation. Vous voyez? Maintenant, cette méthode-là peut demander à ce que vous observiez l'historique d'une action. Mais le point de départ, ce n'est jamais l'historique elle-même, c'est votre méthode. Donc, c'est votre méthode qui va demander des entrées. Et une des entrées, justement, ça peut être l'historique de l'action, suivant la méthode que vous choisissez. Là, je ne vous entends pas. Votre micro est coupé, en fait. Ah, ok, ok, ok. Par exemple, pour moi qui viens d'arriver, si j'ai décidé d'investir dans Coris Bank, Mhm. je vois, bon, disons que je viens d'avoir mon compte titre aujourd'hui et je veux investir, par exemple, dans Coris Bank, je regarde les résultats financiers, premier trimestre, bon, résultats de 2022, premier trimestre de 2022, de 2023. Pensez-vous que ça, avec les données sur le PR et PBR et autres, là, c'est suffisant pour pouvoir juger d'investir dans Coris Bank ou bien une analyse plus en profondeur sur les données historiques, c'est-à-dire les performances sur les 5, les 10 dernières années
le brisement pourrait être plus intéressant. Tout dépend toujours de votre méthode. Déjà, je vous pose une question, par exemple, c'est, vous avez déjà choisi votre profil suivant. Vous êtes du genre long-termiste ou court-termiste? Je crois la dernière fois, vous avez dit long-termiste. Oui, moi je me vois plus dans un investissement de croissance. Je pense que c'est ce qui me convient. OK. Et bon, la dernière fois, j'ai dû vous parler de value investing et de growth investing. Je ne sais pas si vous savez vraiment, enfin, le contenu de chaque, on va dire, philosophie et si vous avez, enfin, un penchant pour une certaine philosophie parmi les deux. Ah, ouais, techniquement, j'ai pas encore plongé dans les différents thèmes parce que je lis des livres sur tout ce qui est investissement et autres là, mais bon, j'ai pas encore euh, cerné ces différents thèmes-là. OK. Donc, je crois que dans votre cas, par exemple, ce serait la prochaine étape. Donc, de comprendre exactement le value investing, c'est quoi, le growth investing, c'est quoi, et ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui vous intéresse, c'est le growth ou bien le value investing? Et en fonction C'est de ça, ça. maintenant, vous saurez maintenant clairement quelle méthode, quelle formule adopter pour évaluer les valeurs intrinsèques des entreprises. Parce que la méthode que quelqu'un qui utilise le growth investing va utiliser, ce ne sera pas la même méthode que quelqu'un qui fait du value investing va utiliser. Vous voyez? Oui, d'accord. Ok. Euh, J'aimerais savoir aussi, quelles sont les principales erreurs à éviter en tant qu'investisseur débutant là, Virgin? Alors, une erreur fondamentale, ce serait de commencer juste par investir sur le marché, sur le tas, sans formation aucune, et d'acheter parce que ça monte, ou bien de vendre parce que ça descend. Ça, c'est typique. Oui. Oui, parce qu'on dit très souvent, bon, les investissements, bon, c'est ce que j'ai entendu, les investisseurs, bon, un peu aguerris, eux, ils aiment, par exemple, acheter dans des moments de crise et puis Mhm. vendre, voilà, quand ça va mieux. Exactement ça. Ok, donc, mis à part ça, qu'est-ce qu'on peut voir, avoir encore comme erreur à éviter? Alors, une autre erreur, ce serait de commencer avec un grand capital. Parce qu'en tant que débutant, justement, vous allez nécessairement faire des erreurs, vous allez apprendre de ces erreurs. Oui. Et vous ne voulez pas faire ces erreurs avec de gros montants, en fait. Ah, ok, Donc, vous voulez commencer naturellement. petit et prendre le temps de faire des erreurs sur des montants petits. Voilà. Il ne faut pas que vos erreurs vous coûtent cher. Parce que Oui, ça peut c'est vous ça. pousser à abandonner très tôt. C'est ça. D'accord. En fait, j'ai une question toujours avec Coris Bank, par exemple. Si c'était vous, c'est que vous avez des actions Coris Bank. Mm. Donc, euh, je ne sais pas si vous faites vous êtes dans l'investissement de le vendre. À quel moment, bon, il y aura le détachement. C'est clair qu'il y aura le détachement après le versement des dividendes. La valeur de Coris Bank va un peu diminuer. Ça sera aussi, ça représentera peut-être un bon moment pour acheter des actions. Donc, vous, quand est-ce que vous planifiez de sortir, je ne sais pas, vendre vos actions correspondantes pour avoir des gains et comment est-ce que on peut estimer, je ne sais pas comment dire ça, mais quel est le moment propice au fait pour sortir, pour encaisser les gains? OK. D'abord, il faut comprendre que le versement des dividendes, c'est une opération neutre, en fait. Donc, d'acheter Oui, avant les oui, vous avez dividendes dit ça la dernière ou fois. après les dividendes, ça ne fait aucune Oui, différence, techniquement. Maintenant, oui, oui. Mais en fait, je veux dire pour quelqu'un qui n'était pas qui n'avait pas ces actions-là, mm, ça représenterait un bon moment pour acheter. Par exemple, actuellement, Coris Bank est à 8 000. Après le versement des dividendes, disons qu'elle est à 7 500. Quelqu'un qui n'avait pas des actions Coris Bank, acheter à 7 500 représenterait une bonne occasion. OK. Donc, prenons deux cas, par exemple. Oui, Le premier cas, c'est celui que vous évoquez. Il achète après les dividendes à 7 500. Donc, supposons qu'il a, quoi? Supposons qu'il a 8 000 hein, comme capital, 8 000 francs. Donc, il a une action à 7 500 et il lui reste 500 francs en cash. C'est ça. Ça, c'est oui, comment dire, s'il achète après les dividendes, c'est son cas.
Alors, l'autre alternative, c'est qu'il achète avant les dividendes. Et là, il achète à combien? À 8 000. Et donc, il n'a plus de cash. Mais Oui. après les dividendes, maintenant, on lui verse les 500 francs de dividendes. Et il a encore 500 francs en cash. Et l'action qui valait 8 000 faut maintenant 7 500. Il revient exactement dans la même situation que s'il avait payé l'action après le versement des dividendes. Oui, mais là, est-ce que là, le coût, on va pas chercher à avoir le coût moins pondéré, vu qu'il a acheté à 8 000, Mhm. techniquement, Oui. et l'autre a acheté à 7 500. Mhm. Est-ce qu'ils auront tous deux le même coût moins pondéré? Non. Dans leur portefeuille, on va avoir des CUMP différents. Celui qui achète avant le versement des dividendes, on va avoir un CUMP de 8 000. Celui qui achète après, on va avoir un CUMP de 7 500. Mais de manière financière, c'est exactement la même. Les deux sont exactement dans la même situation financière. Ils ont toujours 7 Ah, 500 francs en action, 500 francs en cash. d'accord, je trouve ça un peu bizarre, mais moi, je me dis, d'après moi, Oui. celui qui a acheté après le versement, je trouve que c'est toujours mieux d'avoir un bon coût moins pondéré, parce que, imaginons que l'action prend de la valeur et que tu dois revendre. Mhm. Moi, je pense que le bénéfice sera plus conséquent. Bon, je sais pas, je n'ai pas calculé, mais ce serait logique que le bénéfice soit plus conséquent avec un coût moins pondéré plus bas. En tout cas, c'est ce que je pense. Dans les deux cas, comment dire, si après l'action connaît une plus-value, il se retrouve toujours dans la même situation. Puisque avant cette plus-value-là, supposons que ce soit deux personnes différentes en fait, A et B. A a acheté avant les dividendes, B a acheté après les dividendes. Et donc, après les dividendes et avant les plus-values dont vous parlez là, A et B étaient déjà dans la même situation. Donc, s'il y a une plus-value après les dividendes là, A et B ressentent ça de la même manière exactement. Et donc, D'accord. ça ne fait aucune différence. Oui, je vois, je vois. Mais revenons déjà à ce que je disais. Vous, quand est-ce que vous, par exemple, planifiez Sortie de d'encaisser croissance. les gains, voilà, de sortie de Horizon? Hmm. Alors, comment dire, la décision de sortie d'une action, ça dépend des critères que vous avez observés pour entrer dans l'action, justement. Et donc, D'accord. vous êtes rentré dans l'action pour certaines raisons. Et vous sortez Oui. donc quand ces raisons-là ne sont plus valables. Donc, vous êtes entré, par exemple, parce que c'était décoté. Maintenant, ce n'est plus décoté, donc c'est le moment de sortir. Par exemple. Et donc, D'accord. moi, personnellement, pour Coris Bank, par exemple, moi, je sors quand l'entreprise finit sa croissance et que le marché a subi la correction. Correction à la hausse, bien Et sûr. ça comment est-ce que vous le savez? Comment est-ce que vous savez que l'action, elle a fini sa croissance, quoi? OK. Donc, de manière trimestrielle, Coris Bank publie comment dire, des rapports Un d'activité. bulletin. D'accord? Et à chaque donc, trimestre, on sait quelle est la progression du PNB, quelle est la progression du résultat net. Donc, Oui. si sur plusieurs trimestres consécutifs, je constate que comment dire, la croissance du résultat net est, je sais pas, inférieure à 5%, donc ça ne glisse même pas de 5% chaque trimestre, là, je sais que la croissance elle est en train de s'atténuer, Coris bancaire à, comment dire, en bout de course. D'accord? Et donc, c'est le moment de sortir. Ah oui, d'accord. Ok, je vois. D'accord. Donc, pour ce genre d'action-là, euh, vous avez dit 5%. Les 5%, disons que c'est les 20% de l'année là que vous avez reparti sur les différents trimestres, là, c'est ça? Non? Bien, c'est pas ça. Par exemple, pour qu'on ait une croissance du résultat net de 20% sur une année, il faut qu'on ait en moyenne une croissance de 20% chaque trimestre. Ce n'est pas une Ah division en oui. fait. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. J'avais manqué ça. Et donc, s'il commence par avoir 5% de croissance chaque trimestre, à la fin de l'année, on va se retrouver à une croissance de 5% en Ah, moyenne. 5%, c'est vrai. Voilà. Et là, je vais Oui, je sortir. vois. Ok, Parce que j'ai acheté justement pour la croissance et la croissance est finie. d'accord, d'accord. Donc, ok, en fait, j'aimerais savoir, j'ai beaucoup entendu parler de l'investissement, ouais, trading, je sais déjà ce que c'est.
investissement de rente et puis investissement de croissance. Mais j'aimerais savoir quelle est la différence entre l'investissement de croissance là et le trading en tant que tel. Parce que tous les deux, dans les deux cas, c'est des plus-values qu'on recherche. Mais pour l'investissement de croissance, quelle est sa particularité? C'est l'horizon de placement, encore une fois. Quelqu'un qui investit pour la croissance reste sur l'action pendant des années. Moi, par exemple, je ne compte pas vendre Chorus Bank avant 5 ans. Là, on est à quoi? En 2023, pas avant en 2028. Parce que D'accord. la croissance de Chorus Bank, c'est pas dans un mois qu'on l'aura ou bien dans 2 mois, comme, comment dire, un mois, 2 mois, ça c'est l'horizon de placement d'un trader. Vous voyez? Oui. En fait, un trader, c'est, comment dire, un trader, même s'il il parle de croissance, en réalité, il parle de croissance de l'action. Donc, du prix de l'action, du cours de l'action, si vous voulez. Alors que quand un long-termiste parle de croissance, il parle de croissance de l'entreprise qui a derrière l'action. Donc, du résultat net de l'action, du produit net bancaire, si c'est un établissement bancaire, ou bien du chiffre d'affaires, si c'est un établissement industriel ou autre. D'accord. Ok. Oui, ça va aussi. J'entends souvent parler de. Bon, j'ai bien fait mes recherches, on a dit des investissements un peu safe, je veux dire. Ainsi, il y avait les obligations et les fonds communs de placement. Voilà, j'aimerais savoir, est-ce qu'à la BRVM, ça existe, les fonds communs de placement là? Bien sûr. Et sinon, oui, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Comment investir? Les fonds communs de placement, c'est, comment on peut expliquer? Chaque SGI a des professionnels, si on peut les appeler comme ça. Et donc, ces professionnels-là vont créer de petits fonds. Donc, dans ces petits fonds-là, ils vont décider d'acheter des actions uniquement ou des obligations uniquement ou un mixte. C'est eux qui voient. Et même dans une SGI, on peut vous proposer plusieurs fonds. D'accord? D'accord. Et donc, suivant le profil, quoi, action uniquement, obligation uniquement ou bien mixte. Et donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que vous confiez votre argent à ces professionnels-là qui vont acheter les actions et revendre les actions et les obligations à votre place. Donc, c'est un peu comme si vous investissez dans un portefeuille, mais qui n'est pas le vôtre, qui est géré par les professionnels de la SGI. Et maintenant, vous allez profiter des performances de ces portefeuilles-là. Évidemment, eux, ils auront leur commission dans les performances. Et Ah donc, oui, je vois. ce portefeuille, il est divisé en parts. C'est comme si vous devenez actionnaire de ce portefeuille-là maintenant. Et chaque part de ce portefeuille-là vous est vendue. Vous voyez? Donc, on peut, par exemple, supposons que le portefeuille a une valeur nominale de, je sais pas, je dis 10 millions. Donc, on peut diviser ça en parts de, quoi, 10 000 francs CFA. Et donc, vous pouvez acheter des parts de FCP à 10 000 francs CFA et vous achetez la quantité que vous voulez. Vous devenez actionnaire de ce portefeuille, en fait. Et ça, les FCP. Ah, ok. Donc, techniquement, on peut choisir d'investir dans ce genre je vais dire, de fonds là. Est-ce que toutes les SGI le font? Ou bien c'est certaines SGI en particulier? Parce que, et puis, est-ce que aussi ça se rapproche comment dire? Parce que quand je suis allé à Bosque Securities, on m'a parlé de gestion sous mandat. Alors, est-ce que c'est un peu pareil parce que vous avez parlé de quelqu'un qui gérait votre compte à votre place ou bien est-ce que c'est un peu pareil? Alors, les fonds communs de placement, déjà, je ne crois pas que ce soit toutes les SGI qui offrent ça. C'est pas toutes les SGI. Et ça diffère D'accord. de la gestion sous mandat. En ce sens que la gestion sous mandat, ce n'est pas un autre portefeuille qui est géré. C'est votre propre portefeuille qui est géré, mais pas toujours les professionnels de la SGI, mais c'est votre portefeuille qui le gère directement. Alors que dans le cas des FCP, c'est un portefeuille séparé et vous devenez actionnaire de ce portefeuille séparé-là. Ok. D'accord. Ok, j'aimerais savoir aussi, est-ce que vous utilisez des indicateurs techniques dans vos analyses? Alors moi, je n'ai Euh, pas du tout d'orientation trader ou bien court-termiste. Et donc, les trucs, comment dire, MACD ou bien Bollinger, Rollinger, donc, RSI, tout ça, tout ça, c'est des termes relatifs au trading, c'est ça? ouais, tout ça, pour moi, c'est du Les charabia. moyennes mobiles, tout ça. Voilà, moi, c'est pas mon kiff. Euh,
D'accord. Bon. Voilà. Moi, ça aussi dans le calcul du coût moyen pondéré. Est-ce que les frais de la SG interviennent dans le calcul du coût moyen pondéré? Par exemple, quand on achète une action à 4 800, est-ce que dans le calcul du coût moyen pondéré, il y a des frais de la SGI qui interviennent? Oui. Alors, les commissions sont, comment dire, par exemple, vous pouvez acheter, je sais pas, si vous achetez l'action à 9 000, D'accord. comme coût unitaire moyen pondéré, vous n'aurez pas 9 000 dans votre portefeuille, vous aurez 9 000 plus les commissions qui ont été prélevées en temps par la SGI, par la BRVM et s'il y a eu des taxes ou pas. Bref. Wow. Moi, je pensais que c'était des frais qui étaient juste là, à côté, mais qui n'intervenaient pas vraiment dans le calcul du coût moyen pondéré, là. Ça intéresse bel et bien. Puisque Ah finalement, donc? vous avez dépensé ça. Oui, je vois. Donc, c'est toujours bien d'aller vers des SGI qui font des frais qui ne sont pas trop élevés Oui, pour ça. oui. Mais en même temps, il faut aussi rechercher la qualité du service. Il ne faut pas aller prendre des SGI qui ne prélèvent pas grand-chose, mais qui offrent des services pas de très bonne qualité. Vous envoyez des mails, ils ne vous répondent pas, ou bien vous avez des problèmes, c'est silence Oui, radio. Voilà. ok, je vois, je vois. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Vous avez dit, vous avez donné des entreprises euh, comme Coris Bank et je crois BOA Burkina qui représentaient une bonne opportunité d'investissement. Je veux savoir, au niveau des entreprises comme euh, des entreprises cycliques, là, voilà, un peu comme euh, PAMSI, SMB, comment est-ce que on peut, est-ce que ce sera intéressant de faire la stratégie que vous appliquez là, ou bien là-bas dans ce genre d'entreprise-là, ne serait-il pas intéressant de faire, par exemple, de se placer sur le court terme, vu que c'est des entreprises, vraiment, on ne sait pas si elles vont performer sur le long terme. Dans ce genre de cas-là, vous, est-ce que vous, un jour, vous pourriez investir dans une entreprise cyclique? Alors, pour le moment, je dirais que non. Euh, non, je dirais que non. Cela dit, il y a une certaine méthode pour investir dans les entreprises cycliques. C'est, enfin, en, en règle générale, on va dire, vous voulez investir dans l'entreprise quand le père de l'entreprise est le plus grand possible. Parce que ça paraît, comment dire, contre-intuitif. Pourquoi? Parce que quand le père est le plus grand possible, généralement, c'est que le prix, le père, c'est un ratio en fait, c'est le prix sur le résultat. C'est que le prix est le plus élevé possible et le résultat est le plus bas possible. Donc, le résultat est bas, ça veut dire que les fondamentaux de l'entreprise sont bas. Ça veut dire que vous êtes, comment dire, à la pire période possible de la crise du cycle de l'entreprise, en fait. Et donc, tout ce qui reste devant, c'est nécessairement un cycle haussier. Maintenant, le problème, c'est que vous ne savez pas justement exactement quand est-ce que vous êtes au fond, à la pire période du cycle. Et c'est là tout le problème, c'est là tout, comment dire, toute la difficulté d'investir dans les cyclicals. Ah, d'accord. Euh, bon, là, je pense que je pense qu'on a fait le tour, hein. OK. Euh, bon, la dernière fois, on a parlé de diversification. Vous avez dit que au niveau de la diversification, bon, que quand on se diversifie, bon, ça veut peut-être dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on fait et qu'on ne croit pas vraiment à notre stratégie. Et c'est là on veut être un peu plus safe. Mais ne pensez-vous pas qu'il est intéressant d'avoir, comme vous avez dit, par exemple, au maximum, selon vous, c'est maximum 3 actions, 3 lignes dans votre portefeuille. Là, vous avez que correspond. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir qu'une seule action dans son portefeuille comme vous le faites? Alors, ce que je fais, ce n'est pas quelque chose que je conseille au lambda. Donc, moi, je le fais parce D'accord. que j'ai une conviction extraordinaire en Coris Bank. Mais je ne conseille pas ça à quelqu'un qui n'a pas le même niveau de conviction que moi.
Ok, d'accord, je vois. Qu'est-ce que je vais poser encore? Donc, aussi, pour les entreprises qui partagent par exemple, tout leur, je crois qu'il y a, je sais plus c'est quelle entreprise là qui n'a pas bien performé, mais qui a distribué assez de dividendes, je crois bien plus même que ce qu'ils ont gagné. Je me souviens plus du nom de l'entreprise, je sais plus si c'est Nestlé ou bien quelle entreprise là, mais ce genre d'entreprise là, quelle pourrait être leur motivation? Alors, je ne sais pas ce que les postes à agir de cette manière-là. Peut-être ils ne veulent juste pas que le coût de l'action tombe. Mais de toute évidence, c'est pas, vous ne voulez pas investir dans des entreprises comme ça parce que comment dire, ça donne une très mauvaise image du management de l'entreprise en fait. D'accord. Ok, dernière question. Comment est-ce qu'on peut évaluer le niveau de liquidité d'une action avant de prendre une décision d'investissement? Alors, D'accord. je veux savoir, qu'est-ce que vous entendez par Ok. niveau de liquidité de l'action? Euh, je sais pas comment est-ce que je peux définir ça. La facilité à acheter, à avoir des actions disponibles à l'achat, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, comment on peut évaluer ça? Alors, observer le carnet d'ordre peut vous aider à savoir s'il y a des actions disponibles à l'achat. Et bon, maintenant, c'est pas toutes les SGI qui vous proposent le carnet d'ordre. Pour l'instant, je sais qu'il y a une SGI Bridge Securities qui vous Oui, oui. montre le carnet d'ordre. Voilà. Donc, vous savez exactement quelle est l'offre en fait. Donc, qui offre l'action, qui est prêt à vendre l'action, donc à quel prix. Et suivant le prix qui vous intéresse, vous savez si il y a, quelles sont les chances que vous puissiez obtenir des actions ou pas. D'accord. Parce que je crois qu'il y a un monsieur dans le groupe qui parle, qui avait envoyé une capture là. Il avait dans la capture là, au niveau du carnet d'ordre, là, on voyait quelqu'un qui vendait par exemple plus de 8 000, je crois que c'est plus de 5 000 actions de Coris Bank à 8 000 francs. Donc je ne sais pas, je me dis, à quel moment est-ce que les gens ont fini d'acheter cette quantité-là? Parce que c'était un peu comme une manière de bloquer le coût de Coris Bank à 8 000 francs. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Enfin, s'il y a 4 000 actions, 4 000, 5 000, vous avez dit, 5 000 actions de Coris Bank qui sont Ouais. disponibles enfin, qui sont sur le point d'être vendues, c'est pas, comment dire, 5 000, c'est pas une grande quantité. Surtout quand on se place du Ah, point de vue d'une institution, par exemple, supposons que ça, la Caisse nationale de sécurité sociale qui veut acheter des actions, 5 000 actions correspondent, c'est rien, c'est quoi, ça doit faire, ouais. au coût de 8 000, ça fait quoi, autour des 4 millions, c'est ça? Ou 40 millions? 40, 40 40 millions. millions. Ouais, c'est pas 40. grand-chose pour des institutions. Oui, mais je crois il a parlé de, je sais plus quel terme il a utilisé là, mais pour bloquer. Il a parlé de arbitrage, je crois. Mhm. Il a parlé de l'arbitrage. Donc, bon, mais je pense que ça, j'ai compris. Il me dit ça dépend du niveau pour des gens comme nous, comme moi, comme ça peut paraître énorme, mais d'un point de vue institutionnel, bon, voilà, c'est rien. D'accord, donc, bon, je pense qu'on a fait le tour des questions que j'avais.